Bonjour à tous, si vous arrivez ici par hasard, je suis Karine Carville, auteure hybride mais pas mutante pour autant. Ici je partage mon expérience de l'écriture de façon professionnelle mais sans me prendre au sérieux. Astuces d'écriture, humour d'écrivain, attention parfois ça pique un peu. Bonne humeur et défi déjanté, si cette chaîne est encore petite on s'y amuse bien. Pour les habitués, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bisous bye. Ouais je sais, au début ça surprend. Alors étant donné que je relance ma chaîne YouTube, je me suis dit que ça pourrait être vachement cool à la fin du mois de vous faire un petit bilan de lecture. Qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai acheté, comment ça s'est passé, les trucs que j'ai aimés, les trucs que j'ai pas aimés. Bref, ce mois-ci, pour la première fois, bilan de mes lectures du mois de mars. Et pour m'y aider, j'ai sorti bien évidemment mon carnet de lecture. Alors ceux qui ne le connaissent pas, ce carnet de lecture, vous pouvez le retrouver dans ma boutique. C'est le carnet de lecture des Carvilou, voilà. À l'intérieur duquel, hormis des trackers et puis même un jeu qui s'appelle le Book Poly, enfin il y a plein de choses à l'intérieur sympa. Mais surtout, vous avez 70 fiches de lecture doubles comme ça. Et sur les fiches, vous pouvez voilà, mettre la petite couverture du livre, indiquer dans quel format vous avez lu le livre, toutes les caractéristiques du livre, le résumé, et puis de l'autre côté, votre avis, avec quelques petites notes que vous pouvez mettre aussi pour vous aider à mieux estimer si vous avez beaucoup aimé ce livre ou pas. Par exemple, une page que ça peut faire une fois qu'elle est remplie. Je vais m'aider de ce petit carnet en support pour réussir à vous présenter les livres que j'ai lus au mois de mars. Je vais vous dire aussi ce que j'ai acheté, donc on va faire un petit peu book haul, on va faire un petit peu lecture et on va surtout faire le tour de ce qui s'est passé au mois de mars dans ma super bibliothèque que vous voyez derrière. Alors, première acquisition du mois de mars qui est en fait un cadeau, il s'agit de Blackwater 2, format poche, avec une couverture absolument sublime, voilà. Franchement, ces livres, je les trouve tellement magnifiques que je suis très heureuse qu'on me les ait offertes. Donc, on m'a offert le 1 et le 2. Le 1, je ne vous le montre pas parce que je suis en train de le lire, donc je vous en parlerai certainement au mois d'avril. Et le 2, voilà, je ne vais pas lire la quatrième de couverture parce que j'ai pas trop envie de me spoiler ce qui va se passer dans le 2. Mais en tout cas, je pense que ça va être une bonne petite lecture. Ça se lit assez vite. Hein. Le 1, je suis en train de le descendre gentiment, il y a que 250 pages. Donc, une bonne petite lecture, je vous en reparle certainement bientôt, je pense. Ensuite, dans ce que j'ai lu au mois de mars, j'ai aussi lu Dead Garden, voilà, de Cassandra O'Donnell. On l'a fait en lecture commune sur mon Discord avec un groupe d'amis, donc ça c'était plutôt cool. C'est le tome 1, ça veut dire qu'un tome 2 va bien sûr arriver, et je vous lis la quatrième de couverture. Elle est l'héritière de clans ennemis, elle détient un grand pouvoir. Elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien ma grand-mère, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparitions inquiétantes, empoisonnement suspect. Chez nous, les distractions ne manquent pas. Alors quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vicaris et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait un peu beaucoup. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent en œuvre. Donc Dead Garden, je l'ai lu, donc je vais vous en parler juste après. J'ai craqué ces derniers jours pour 2 livres. Alors, j'ai pris Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, puisque en fait, j'ai déjà les 2 premiers tomes de sa collection Season. Je les trouve très sympas dans l'ensemble. J'ai pas du tout accroché sur le premier, et ça, je vous en ai parlé. Je trouvais que il était annoncé un peu thriller, etc., et qu'il était très en dessous de mes attentes au niveau thriller. Donc, j'ai été un peu déçue parce que il annonçait de la new romance aussi, et en fait... Voilà, j'ai été satisfaite ni par la romance, ni par le côté thriller, où je trouve que le côté psychologique, c'était pas terrible. Cependant, j'ai pas voulu en rester là parce que je sais que Morgane Moncomble est une plume sympathique. Donc, j'ai lu le second, avec Un hiver pour te résister. Et là, franchement, je trouve que on était vraiment plongé dans l'univers du patinage et c'était vraiment très très chouette. Du coup, bah, je me suis pris le petit troisième, Un printemps pour te succomber. Voilà, je vais peut-être pas le lire tout de suite parce que j'ai d'autres lectures avant qui m'intéressent, mais je vous lis la quatrième. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir. Sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare, pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme. Enfin, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait bien finir par les rattraper. Petite romance à mon avis qui doit être sympa. J'imagine pas un plot d'enfer, enfin voilà, parce que je pense que le côté fake dating, etc. Et puis bah voilà, le faux mariage, etc. Enfin,
On est sur quelque chose, un trope assez connu, assez sympa dans la romance. Mais je me dis que ça va être assez sympa à lire. Mon futur coup de cœur peut-être, je ne sais pas. Mais franchement, quand j'ai vu ce livre en magasin, je l'ai pris en main et je ne l'ai plus lâché. Voilà, voilà. Dark Shores. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai découvert donc directement en librairie. La couverture, je l'ai trouvée très très belle. Vraiment, vraiment très sympa. Voilà, tiens, je vais vous montrer aussi l'intérieur. Donc celui-là m'a beaucoup plu tout de suite. Et puis la quatrième m'a vachement hypé en fait. Là pour le coup, j'ai trouvé ça très cool. Et ce que j'ai surtout trouvé très cool, alors c'est qu'il y a un petit message de Sarah J. Maas en bas, ce qui ne cache rien on va dire. Et surtout qu'elle dit que c'est un bon roman de fantasy. Yippee-ki-yay! On n'est peut-être pas sur de la romantaisie affichée, quoi. Donc on est peut-être quand même bien sur de la bonne fantaisie, avec une histoire d'amour à l'intérieur. Je n'ai absolument rien contre ça. Mais du coup, ça risque d'être peut-être un peu plus haletant. Alors l'exemplaire que j'ai pris, il est dentelé. Alors, il faudrait que je regarde si tous les exemplaires sont dentelés ou si c'est moi qui ai un exemplaire défectueux. Mais peu importe, enfin, après, c'est pas un gros problème. Je vous lis la quatrième, donc, de Dark Shores. Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont capables de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Terriana est une marin et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Célindor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Voilà, moi je trouve ça très très sympa, très très hypant comme bouquin. Un petit hardback en plus, plutôt cool là au niveau relié. Donc je suis très très impatiente de lire. Là pour le coup, je pense que celui-là, je ne tarderai pas à le lire. Donc ça, c'est les livres que j'ai ou achetés ou reçus au mois de mars. Maintenant, je vais vous parler de ceux que j'ai lus. On va commencer par parler manga et webtoon, comme ça sera fait. Le petit dernier que j'ai lu, c'est Argument's Dilemma, le tome 5. Toujours aussi sympa, donc ça c'est un format manga. Pour ceux qui connaissent pas, alors je vais pas vous raconter l'histoire jusqu'au tome 5 bien sûr, mais le pitch grosso modo, c'est un archidémon qui un jour en se rendant à une foire, en fait il s'amourage d'une elfe. Il l'achète tellement cher que derrière il a même plus de quoi s'acheter à manger, il claque tout son fric là-dedans. Il la ramène chez lui et en fait c'est une romance finalement, c'est une romance slow burn mais avec de l'action parce que comme vous le voyez il y a plein d'autres personnages qui sont là et qui vont essayer de tuer l'archidémon parce que bien évidemment c'est un démon hein, quand même. Donc en fait il y a à la fois une partie un peu baston parce que il y a des archanges qui luttent contre les forces démoniaques, sauf que l'on s'aperçoit en fait que ce cher archidémon n'est pas si démoniaque que ça en réalité, donc c'est assez perturbant. Et puis elle le rend finalement plus doux, elle le rend plus tendre. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette série? Alors c'est très très bête, mais je vais vous montrer. J'ai acheté cette série à cause du bandeau qui était dessus. Bandeau qui disait, donc, une histoire d'amour donc entre un archidémon introverti et sa servante elfe, parce qu'au départ, bien évidemment, il l'achète en tant que servante, hein, voilà. Et ce qui m'a fait hurler de rire et ce qui m'a fait acheter le truc, c'est la petite phrase qui est juste au-dessus. Que faut-il répondre à bonjour en temps normal qu'il est en train de se demander? C'est-à-dire qu'en fait, elle arrive et très naturellement, elle lui dit bonjour et lui, il est en mode... Et il n'y arrive plus, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'a fait acheter le tome 1. C'est quand même fou. Donc, j'en suis au tome 5. Je suis toujours pas déçue. C'est vraiment léger, c'est facile à lire, c'est vraiment très fun. Et c'est un vrai plaisir. Alors maintenant, entre manga et webtoon. Pourquoi est-ce que c'est entre manga et webtoon? Parce que Vampire Knight, de base, c'est un manga. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est bien sur du manga. Sauf que, regardez la taille, oui, il est énorme parce que c'est une Perfect Edition. Donc en fait, je suis en train de me faire la série en Perfect Edition. Et il est grand comme un web. Vampire Knight, comme c'est le tome 1, je vous lis ce qu'il y a derrière la quatrième. Au sein de l'Académie Cross, les vampires cohabitent secrètement avec les humains. Le jour, l'institution accueille les élèves ordinaires de la Day Class qui laissent place aux membres de la Night Class une fois le soleil couché. Yuki, la fille adoptive du directeur, connaît la vérité. En compagnie de son ami Zero, elle est même chargée de préserver la paix au sein de l'établissement.
Mais l'adolescente est tiraillée entre ses sentiments qu'elle éprouve pour Kaname, le mystérieux vampire qui lui a sauvé la vie lorsqu'elle avait 5 ans, et sa loyauté envers Zero, ouvertement hostile aux créatures de la nuit. Donc, c'est très très sympa. Alors moi, comment j'ai découvert cette série? Je l'ai découvert par l'animé, en fait. Je suis tombée dessus, je crois, sur Netflix. Je l'ai regardé, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. On est sur du vampire humain, on est sur de l'urban fantasy, on est sur du triangle amoureux, vous l'avez vite compris, hein, voilà. Mais avec des personnages qui sont vraiment assez intéressants. Elle, c'est un peu le côté la petite guerrière, etc. Et puis alors l'ordre, c'est l'ordre, hein, parce qu'elle est un petit peu psychorigide là-dessus. Mais bon. Et ça évolue bien, ça évolue vite. Les dessins sont assez sympas. Enfin moi, franchement, j'aime bien ce style. Et donc je me suis dit, je vais me faire la collection en Perfect Edition parce que je trouve ça quand même vachement plus agréable à lire, d'avoir finalement plusieurs mangas à l'intérieur et puis d'avoir ce grand format. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis on a plusieurs belles pages colorées à la fin, ce qui est plutôt sympa. On continue sur du pur webtoon avec Rain et Blood. Voilà, celui-ci, c'est le tome 4, c'est le dernier tome. Donc c'est une petite série Rain et Blood qui est vraiment très sympa. C'est une histoire de harcèlement, c'est une histoire de reconstruction. C'est plutôt cool. Enfin, franchement, voilà, même si la thématique abordée est parfois un petit peu dure. Rain et Blood, c'est l'histoire de cette jeune fille, Nairim, qui est en fait une fille de chaman. Alors, comme elle est fille de chaman, elle est un petit peu exclue au niveau scolaire parce que, bah voilà, chaman, ésotérisme, etc. On y croit, on n'y croit pas. Et puis, soit elle fait un peu peur, soit en fait, on s'inquiète de ce que pourrait faire sa mère, soit carrément on la tourne en dérision. Et elle finit par être harcelée par ses camarades. Mais ça va quand même assez loin, hein. C'est-à-dire que vraiment, elle est injuriée, frappée. Enfin, franchement, c'est quand même assez dur, hein. Le premier et le deuxième tome sont quand même assez durs. Et un jour, ses camarades, qui sont des faux amis, hein, l'emmènent faire un peu d'urbex finalement. Et elle réveille un vampire. Voilà, donc elle réveille cet adorable vampire. Putain, qu'est-ce qu'il est moche. C'est quand même un truc de dingue. C'est un des rares vampires dans la littérature et dans le film où franchement je me dis mais il est vraiment pas canon quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris au mangaka de dessiner un truc pareil? Il s'appelle Pétèche. Je veux dire, même le nom, hein, voilà, au bout d'un moment moi j'arrête de lutter. Hein. Et en fait, comme elle est fille de chaman, elle a un côté sorcier. Et il boit son sang, et en buvant son sang, eh bien, il se noue un lien d'esclave à maîtresse entre eux. Qui fait que, d'un côté, il devient son serviteur, donc dès qu'elle est en danger, il est là, il va la protéger, etc. Il a besoin d'elle pour se nourrir, tout simplement. Mais au-delà de ça, il a aussi besoin d'elle parce qu'en se nourrissant de son sang, petit à petit, il va redevenir humain et c'est ce qu'il souhaite. Et à côté de ça, eh bien, ce lien qui les unit va l'aider, elle, en fait, à se reconstruire parce qu'elle va se sentir protégée, elle va se sentir aimée, avec une vraie question derrière, c'est est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est juste ce lien, en fait, de maîtresse à esclave qui existe, qui lui donne l'illusion que Pétèche est amoureux d'elle? Et est-ce que Pétèche, au fond, n'a pas d'autres objectifs, d'autres désirs dans la vie que de rester avec elle? Franchement, 4 tomes qui se lisent super bien, très jolie histoire. On est aussi sur une histoire d'amour, vous l'avez compris, mais beaucoup plus profond que ça, qui aborde des thématiques aussi de reconstruction, de harcèlement, etc. Enfin, vraiment assez sympa. On continue dans les webtoons avec Léviathan Deepwater. Donc ça, c'est ma petite série doudou du moment, voilà. On est sur un monde post-apo, on est sur des... jeunes qui ont perdu leur papa parce qu'il a combattu des léviathans qui sont des créatures des mers terribles. Le monde a été envahi par la mer, hein, il n'y a quasiment plus de terre, voilà, il n'y a plus de terre en fait du tout même. Et donc on suit ce frère et cette sœur qui essayent de survivre dans ce monde-là, qui rencontrent des communautés, qui se font des amis, qui se font des ennemis aussi. Et c'est vraiment très intéressant parce que, alors il y a beaucoup de bastons, il faut quand même le dire, c'est assez gore, il y a pas mal de bastons, il n'y a pas forcément énormément non plus de dialogue, donc ça se lit généralement assez vite. Donc voilà, moi je suis assez fan des dessins parce que je les trouve vraiment sympas. Bon, gore, hein, on va quand même pas se mentir. Il y a beaucoup de monstres, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de tueries. Mais il y a un truc qui me plaît beaucoup ici, c'est le développement psychologique des personnages. Non seulement, effectivement, du frère et de la sœur, mais aussi des personnages à côté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu un révélateur de tout ce que l'être humain peut avoir de meilleur et de pire en lui dans des situations catastrophiques comme ça. Ce que je regrette par contre, c'est que ce numéro 4 est assez fin. Voilà, par rapport, je vais vous montrer le numéro 3. Voilà, on est même peut-être plus fin que le numéro 1, c'est pour vous dire. Alors le numéro 3, on avait été gâté. Voilà, il était quand même assez costaud. Là, on tombe sur un plus petit numéro. Bon, j'espère que le 5 sera un peu plus conséquent.
parce que dès qu'on tape dans le webtoon, c'est quand même 15 balles, hein, le webtoon. Mais du coup, on s'attend à avoir un petit peu de pages quand même. Et puis le dernier dont je vous parle avant de passer au roman, c'est Omniscient Reader's Viewpoint. Alors celui-ci, je vous en ai fait un petit TikTok aussi. Franchement, il m'a beaucoup plu. Alors c'est un tome 1, du coup je vous lis le résumé et vous allez voir. Lui seul sait comment survivre à la fin du monde. Kim Dok-ja est un employé banal menant une vie ordinaire. Le meilleur moment de sa journée, lorsqu'il lit son web-roman préféré, dont il est le seul et unique lecteur. Mais alors qu'il en découvre l'ultime chapitre, l'apocalypse s'abat sur le monde. Dans des circonstances étrangement similaires à celles décrites dans son roman. De monstrueuses créatures apparaissent soudainement, obligeant les humains à suivre des scénarios dignes d'un jeu vidéo au péril de leur vie. Seul participant à savoir ce qui attend l'humanité, Dok-ja parviendra-t-il à utiliser ses connaissances afin de survivre dans un monde condamné? Alors moi j'aime beaucoup cette espèce de mise en abîme du lecteur. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est-à-dire que le mec, ouais effectivement, il a lu un livre et ce qui arrive dans cette rame de métro, c'est ce qu'il a lu depuis 10 ans. Parce que ça fait 10 ans, il y a 3000 chapitres, c'est un truc de fou. Et comment est-ce qu'il va réagir? Parce que de base c'est un mec totalement normal quoi. Donc c'est vraiment intéressant. La vision du héros, pour l'instant, est très ambiguë parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment lui le héros du livre ou s'il va devenir le héros de cette histoire-là et qu'il y a un autre héros qui va apparaître issu du livre. Enfin, c'est très très bizarre. Et alors si, le seul truc que je vais vous montrer, parce que ça m'a fait marrer, le démon qui apparaît, c'est un démon d'Okaibi. Mais franchement, est-ce qu'il est pas trop chou? C'est une pourriture, hein, soyons clairs, c'est une pourriture. Mais franchement, je l'ai trouvé trop chou en me disant que moi, s'il faut une pluche d'Okaibi, je l'achète, quoi. Je le trouve trop chouchou. Pour ceux qui ont aimé la série Solo Leveling, qui se finit a priori cette année, vous pouvez vous lancer sur Omniscient Reader's Viewpoint parce que j'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose d'un peu similaire et qu'on va être sur quelque chose de qualitatif comme ça. Et on est sur une espèce, effectivement, de jeu vidéo infernal qui s'est mis. Les participants ont des... comment on appelle ça ? Des écrans en fait holographiques qui se mettent devant eux, ils ont des compétences à débloquer, des choses comme ça, et c'est pour l'instant vachement bien fait. Le tome 2 arrive très vite, donc je suis très impatiente de le prendre. On a fait le tour au niveau des webtoons et mangas, on va passer maintenant au bouquin. Je vais vous parler de science-fiction au départ avec Christopher Paolini. Christopher Paolini, c'est le papa d'Eragon. Pour ceux qui aiment la fantasy, Eragon, L'aîné, Brisingr, tout ça. Eh bien Christopher Paolini, il écrit aussi de la science-fiction, et alors qu'est-ce qu'il écrit bien de la science-fiction? Je suis tombée littéralement amoureuse d'Idealis, c'est un coup de cœur pour moi. Il est en 2 tomes, voilà, sachant qu'un 3e tome serait le bienvenu, mais pour l'instant nous ne l'avons pas. Il fait partie en fait d'un univers que l'auteur a baptisé Fractalverse. Je sais qu'il y a un préquel qui est sorti, mais il est sorti en anglais, donc malheureusement je ne lis pas l'anglais, donc je ne l'ai pas. Idealis, qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous lire la 4e parce qu'elle est très épurée, la 4e. L'espace cache des secrets infinis, elle vient de découvrir le plus terrifiant d'entre eux. Idealis, je l'ai lu en audio. Alors en fait, j'avais acheté le livre il y a très longtemps et j'avais jamais réussi à m'y mettre parce qu'il fait 1000 pages, quelque chose comme ça. Peut-être pas tout à fait. Ouais, il fait 830 pages et je sais pas pourquoi je me suis pas lancée. Et je l'ai pris en audio et j'ai pris le tome 2 en audio. Alors le tome 2, c'est exactement la même couve, sauf qu'au lieu d'avoir du bleu ici, on a du vert. Voilà, mais du coup, je l'ai pas en papier. Le pitch d'Idealis, c'est qu'on va suivre Kira, qui est une exobiologiste qui travaille sur une planète parce qu'ils ont été faire du repérage sur cette planète avec son équipe. Et au moment de quitter la planète, ils ont un problème avec un drone, elle part le chercher. Et en fait, elle découvre une salle, vraiment, enfin une construction extraterrestre, alors que la planète est censée être totalement inhabitée et n'avoir jamais eu personne dessus. Kira, elle fait partie des humains, enfin je veux dire humains ou humains améliorés, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Et en fait, dans sa maladresse, on va dire, enfin, au moment où elle découvre cette salle, elle va aussi découvrir un xéno. Qui va prendre possession de son corps, c'est-à-dire qu'il va la recouvrir intégralement d'une matière noire. Donc au départ c'est la flip, au départ c'est une véritable catastrophe d'ailleurs aussi, parce que imaginez-vous, vous vous réveillez avec un truc sur vous comme ça et vous vous dites au secours quoi. Et elle va finalement se rendre compte que ce xéno, elle peut réussir à le contrôler d'une certaine façon, et surtout qu'il est certainement la seule arme existante au monde pour leur permettre de lutter contre un envahisseur, contre des Mets, une espèce d'extraterrestre méduse qui arrive rapidement après qu'elle ait découvert ce xéno et qui semble vouloir détruire entièrement l'humanité. Conclusion, on va de surprise en surprise, de rebondissement en rebondissement. C'est haletant, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de descriptions scientifiques, donc c'est de la bonne SF, hein, on va être clair. Et puis les personnages sont hyper attachants, quoi.
Franchement, voilà, Kira, j'ai l'impression de la connaître comme si c'était une copine. Et puis, les personnages qu'elle a rencontrés ont évolué avec elle, ont parfois changé d'avis, ont changé parfois de camp aussi. Enfin, c'est très très surprenant et c'est vachement bien foutu. Conclusion, je ne peux que vous conseiller de lire Idéaliste de Christopher Paolini parce que vraiment, c'est une pépite. Vous avez 2 tomes, le deuxième est un peu plus court, il doit faire que 600 pages. Mais je pense que vous ne le regretterez pas. Parlons donc un petit peu de Dead Garden de Cassandra O'Donnell. Je l'ai lu ce mois-ci avec un petit groupe d'amis sur le Discord. Une lecture plutôt cool. Je vous les ai lus tout à l'heure de la 4e, je vais pas revenir dessus. On est sur du young adulte. J'ai eu du mal un petit peu à rentrer dedans au départ, je pense, parce que ce livre est un décroché d'une série préexistante qui est la série Kéléana. Et je pense qu'on découvre Léonora et Ariel dans la série Kéléana de Cassandra O'Donnell. Du coup, quand j'ai abordé les personnages au départ, j'ai eu l'impression d'être très distante par rapport à eux. Limite, elle m'a un peu agacée au départ, la nana, parce que j'avais beaucoup de mal à la cerner. Mais finalement, voilà, c'est rentré dans l'ordre. L'action est sympa. Bon, on va pas se mentir, vous aurez pas des twists d'enfer. Très rapidement, vous comprenez qui est derrière tout ça. Cependant, la personne derrière tout ça, à mon avis, n'était qu'un... Je vais pas dire un pion, mais il y a certainement autre chose derrière encore. Donc j'irai certainement chercher le tome 2. Ça se lit vite, ça se lit bien. L'écriture est facile, hein, je veux dire, il n'y a pas d'envolée lyrique ou de ce genre de choses. Mais par contre, voilà, le pitch est assez sympa, le fait d'être une faucheuse. Moi, j'avais bien aimé aussi, vous savez, la série La Faucheuse, que vous voyez dans ma bibliothèque quelque part par là-bas. Donc voilà, ce thème de faucheur et de mort, je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis on retrouve toute une mythologie et tout un panel de personnages vraiment sympas, des vampires, des sorciers, des loups-garous, enfin bon voilà, toute la mythologie qu'on aime bien quand on aime l'urban fantasy. Donc franchement, à suivre, je verrai ce que donne le tome 2. Avant-dernier que j'ai lu, Fourth Wing. Je vous en ai parlé là aussi sur TikTok, parce que j'ai fait même une comparaison sur TikTok entre Fourth Wing et Le Serpent et le Descendant de la Nuit, parce que j'avais trouvé, structurellement parlant, vraiment des choses pareilles, et c'est de la romantaisie, j'avais envie de vous parler de romantaisie. Là, pareil, je vais vous lire la 4e, ça va aller très très vite. Un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. Donc Fourth Wing, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Violette qui, parce qu'elle est fille de commandante dragonnière et sœur de deux aînés qui eux-mêmes sont dragonniers, n'a pas le choix. Elle aurait aimé être scribe comme son père est décédé. Donc sa mère lui dit, tu seras dragonnière ma fille et tu n'as pas le choix parce que de toute façon c'est moi qui commande et point barre. Sauf que pour être dragonnier, il faut passer beaucoup d'épreuves et survivre surtout à ces épreuves parce qu'il y a plus d'apprentis dragonniers que de dragons disponibles en fait. Donc conclusion, elle se retrouve dans un véritable panier de crabes, on va dire, où tout le monde essaye de tuer tout le monde. Il va falloir qu'elle réussisse à trouver de véritables amis et de véritables soutiens. Bon, la romance c'est cousu de fil blanc, on ne va pas se le cacher, hein, voilà. Je veux dire, deuxième chapitre, sa sœur lui dit « Ah, surtout ne parle pas à... » Et paf, qui est-ce qu'elle rencontre derrière? Enfin bon, ok, on a compris. La seule chose que je reproche à ce livre, qui se lit extrêmement bien, je l'ai lu très très vite parce que c'est haletant, la structure narrative est vachement bien fichue, parce qu'en fait, vous savez les étapes qu'elle va devoir franchir, et donc comme les étapes sont annoncées, vous avez envie d'arriver à ces étapes-là, en vous disant, bah, si elle y arrive, elle va avoir un dragon, si elle y arrive, elle va avoir un dragon, et quel dragon, etc. Donc en fait, la structure narrative est hyper hypante, et ça c'est très très bien joué. La seule chose que je regrette, c'est que au moment où ça devient vraiment très intéressant, parce qu'on commence à comprendre qu'il y a de la géopolitique qui rentre en place, qu'il y a des choses qu'on ignore, qui se passent dans des pays voisins, etc. Et que là, vraiment, on arrive sur du mystère, on arrive sur de la tension. Eh bien, là, il y a l'histoire d'amour qui se met en place un petit peu à ce moment-là et qui prend un petit peu le pas sur une intrigue qui, à mon avis, aurait été bien plus forte si on avait su garder l'histoire d'amour un tout petit peu plus en réserve. Je dis pas qu'il faut pas la développer parce qu'ils sont très mignons et c'est très sympa. Mais il y a une petite question de dosage, je trouve, là, qui moi, m'a dérangé un petit peu et qui m'a fait perdre un petit peu le rythme du livre et sa saveur sur la fin. Mais cependant, le tome 2, pareil, qui s'appelle, je crois, Iron Flame, va sortir. J'irai le prendre en espérant que là, on développe bien ce que j'ai pressenti à la fin du tome 1, c'est-à-dire tout ce qui est intrigue, complot et les soucis qui sont à l'extérieur du pays.
et non pas la romance, parce que là du coup je serais hyper déçue pour le coup. Même si je veux bien qu'on développe un peu la romance, c'est pas la question, je veux pas qu'on oblitère la romance non plus, mais j'aimerais bien que le dosage soit juste en fait pour le tome 2. Donc franchement Fourth Wing, je ne peux que vous le conseiller, ça se lit très bien, c'est du young adulte, hein, donc pareil, hein, vous n'irez pas chercher des tournures de phrases de fou, etc. Mais franchement c'est très très sympa comme lecture. Et puis dernière lecture dont je vais vous parler, alors je ne vais pas vous montrer le livre parce que je l'ai lu en audio, cependant je vais peut-être la vignette ici, parce que c'est l'avantage d'avoir un carnet de lecture, c'est que je vais quand même chercher les vignettes. Hop, je l'ai là. Comme j'avais lu Dead Garden de Cassandra O'Donnell, eh bien en audio, j'avais gratuitement La Légende des 4. Alors là, on n'est plus sur du young adulte, on est carrément sur du jeunesse, hein, qu'on se mette bien ça dans la tête. Hein. Il y a 350 pages, il y a 5 ou 6 heures d'écoute, ça va très très vite. On est sur de la fantasy jeunesse. J'ai trouvé ça sympa parce qu'il y a beaucoup d'action. Enfin, les personnages sont bien définis dès le départ, très reconnaissables aussi. L'évolution psychologique se passe gentiment. Bon, ce sera pas un coup de cœur parce que c'est trop jeunesse pour moi, mais franchement je me suis dit ouais c'est quand même intéressant. Et si vous avez des enfants à partir de 12 ans on va dire qui aiment bien la fantasy, cette histoire en fait raconte pareil dans un univers post-apocalyptique parce qu'il s'est passé quelque chose qui ont en fait réduit les humains au départ un peu en esclavage, et puis finalement maintenant on a plus de liberté mais on n'a plus aucune technologie ni rien, donc on vit vraiment à minima, et en même temps que nous vivons avec des yokai qui sont en fait des êtres humains capables de se transformer en animaux. Alors on ne sait pas d'où ils viennent réellement, mais de ce que je pressens, c'est qu'il y a eu une manipulation, en fait, il y a eu un problème, il y a un truc scientifique de création du yokai, c'est un petit peu ce que je pressens sur la fin du livre, on verra si je prends le tome 2 ou 3, si c'est ça. Et les yokai n'aiment pas les humains ont très peur des yokai. Les yokai, au niveau des 4 races qui nous sont présentées, on a les tigres, les loups, les aigles et les serpents. Et puis alors quand je dis tigre, loup, aigle et serpent, c'est des trucs qui font 200-300 kilos. Enfin je veux dire, c'est pas le petit truc, voilà quoi. C'est-à-dire que même quand ça se transforme au-delà de la corpulence humaine quoi. Et on va suivre donc 4 jeunes qui ont 16 ans et qui sont les héritiers de leur clan. De base, les yokai ne s'aiment pas non plus entre eux. Ils ont été très longtemps en guerre les uns avec les autres. Et là, en fait, ils font face à une certaine difficulté qui font qu'ils vont bien être obligés de se rapprocher malgré les interdictions des adultes, de leurs conseils, etc. Et en fait, c'est pas trop mal foutu au niveau intrigue parce que finalement, ils sont pas manipulés, mais la route qu'ils prennent qui devrait être la bonne, on va se rendre compte qu'elle pose quand même de sacrés problèmes. Il y a beaucoup de descriptions, il y a des tueries, etc. Donc attention à ceux qui sont peut-être un petit peu sensibles à ça. Il y a une petite histoire d'amour aussi qui pointe le bout de son nez, mais très très légère, vraiment on est aux prémices du truc. Voilà, un bon petit audio que j'ai écouté en 5-6 heures très facilement et qui a complété ma collection de livres lus ce mois-ci. Voilà, c'est la fin de ma review de mars. J'espère que ça vous a plu entre book haul et avis de lecture. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, mettez un petit like, mettez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne bien évidemment puisque je suis en train de la relancer. Et si vous avez aimé, si je vois que j'ai suffisamment de commentaires, de likes, enfin si je vois qu'il y a un véritable engouement, je pourrais recommencer à la fin du mois d'avril suivant les lectures que j'aurai faites et ce que j'aurai acheté. Et ce sera avec plaisir que je partagerai tout ça avec vous. Voilà. Sur ce, eh bien, ma foi, il n'y a plus qu'à faire le montage. Allez, bisous, bye!